Shang-Chi est l'histoire d'un jeune homme en conflit avec son père et envoyé en mission à l'étranger lors de son adolescence, mais qui n'est jamais revenu afin de se forger son propre destin et de se forger sa propre identité. C'est également l'histoire d'un père rongé par le deuil et le chagrin, prêt à commettre les pires atrocités afin de récupérer ce qui lui est cher, car il est incapable d'abandonner son passé sombre. C'est également une histoire qui touche de près à la famille, à l'héritage, aux ancêtres et à toutes ces thématiques très importantes de la culture chinoise. C'est en plus de tout cela un film qui incorpore des éléments de fantasy, de wuxia, de folklore venu de Chine, légende d'un chef de guerre immortel et de créatures démoniaques transdimensionnelles. C'est également l'histoire d'une jeune fille blessée, délaissée, abandonnée, qui quitte sa famille et son héritage afin de se forger elle aussi son propre chemin. C'est un film qui tente d'être une comédie suivant le périple de deux jeunes adultes partis dans une aventure qui les mènera d'un bout du monde à l'autre afin de reprendre possession de leur héritage et de pouvoir se découvrir pleinement. C'est aussi un film d'arts martiaux offrant des chorégraphies très bien présentées, soignées et montées sur un rythme qui n'est pas sans rappeler le meilleur du kung-fu hongkongais et qui ne se cache pas de montrer ses influences. Et sur le papier, toutes ces idées sont fortement intrigantes, intéressantes avec le potentiel de former une fresque aux proportions épiques, capable de parler à tout un chacun. Le gros problème, c'est qu'à aucun moment le film n'arrive véritablement à lier tous ces éléments de façon cohérente, intéressante ou ne serait-ce même qu'amusante, nous offrant au final une tapisserie disjointe dont le potentiel est pourtant palpable, bien que marqué par des changements de tonalité aussi fréquents que violents. S'achevant, à la Marvel, dans une bouillie d'effets spéciaux, bien inégaux par ailleurs dans leur capacité à nous faire oublier que tout ce beau monde qui se dandine à l'écran est en réalité devant des fonds verts. Mais pour parler plus avant de ce film et apporter une critique et une analyse, je vais être obligé, une fois n'est pas coutume, de vous spoiler. Alors, tâche ceinture, Maître Cox, ça va kung-funger. Le film commence et s'ouvre façon fantasy médiévale chinoise avec le chef des 10 anneaux qui tente de conquérir le monde, mais laissera ses rêves de conquête car il tombera amoureux plus tard d'une femme au kung-fu divin dans une forêt de bambou magique. Et oui, dit comme ça n'a pas grand sens, mais croyez-moi, c'est probablement le moment du film qui fonctionne le mieux. On passe quelques années et Madame est morte, laissant le chef de guerre revenir dans ses travers et entraîner son fils afin d'en faire un assassin. Ellipse narrative de quelques années encore et on se retrouve au présent où Shang-Chi travaille en tant que voiturier dans un hôtel et vit au jour le jour sans véritable objectif, avec sa meilleure amie Katie, la sidekick pas franchement rigolo. Ça c'est en tout cas jusqu'à ce qu'ils se fassent agresser dans leur bus par les restes des 10 anneaux qui essayent de les découper façon super katana kung-fu pour récupérer son pendentif en jade autour du cou. Il perd son pendentif et décide de retrouver donc en Chine sa sœur car elle possède le second pendentif. Et la sidekick pas très rigolo décide aussi de la suivre parce que elle est pas très drôle, elle parle pas chinois et elle ne sait pas se battre. Donc elle est totalement indispensable à cette mission. Il arrive donc à traquer sa sœur qu'il pense retrouver dans un immeuble en construction désaffecté servant également de lieu de combat clandestin et de plein de caméos super rigolos. Waouh, c'est trop chouette! Regarde, il y a une Black Widow! Oh, un type avec le virus d'extrémisme, tu te rappelles, dans Iron Man 3? Clin d'œil! Waouh! Wang, sorcier du Taj Mahal! Oh, et le méchant là, c'était pas le gars qui était dans Hulk, non? Mais c'est trop cool! Disney nous fera même un super caméo puisqu'on y trouvera d'ailleurs un seigneur Sith, le Darth Lord Rey Ah non, en fait c'est sa sœur. Ok. Et là survient donc un problème que j'ai tenté d'éviter depuis quelques temps, principalement avec les vidéos Disney, mais bon, à un moment donné on peut plus y couper donc on va en parler, c'est parti. Politique et idéologie. Donc en ayant retrouvé sa sœur, il y aurait probablement 3 façons d'aborder la chose. La première, c'est elle ne veut pas se révéler tout de suite, mais reste dans l'ombre et utilise ses mignons afin d'extraire des informations de la part de son frère à son insu, bien évidemment, et parce qu'elle est, oui en effet, la personne qui dirige ce club. Elle ne connaît pas encore la raison de sa visite, mais suspecte un lien potentiel avec les 10 anneaux, car ça fait presque 10 ans qu'elle ne l'a pas vu, mais au courant de sa baston dans le bus car la vidéo a buzzé sur internet. Possibilité numéro 2, elle se révèle à lui et l'exfiltre discrètement car la possibilité qu'il soit avec les 10 anneaux est infime, mais ils ont réussi à le retrouver et essayer de le buter dans un bus, il y a donc des chances qu'ils risquent eux aussi de s'intéresser à elle. Et ça fait près de 10 ans qu'elle n'a pas vu son frère, ils ont donc des conflits à régler, cela dit, s'il apparaît aujourd'hui, c'est probablement qu'il a une bonne raison pour cela, donc ce serait peut-être pas mal d'en discuter. Choix numéro 3, vous vous révélez au grand public après avoir piégé votre frère pour qu'il signe et participe dans un
combat de cage, annonce son vrai nom et le vôtre à tout le monde, et alors qu'il vous reconnaît et refuse de se battre, vous décidez de l'humilier publiquement en lui pétant la gueule, lui explosant les couilles, et alors même qu'il se présente encore et toujours comme quelqu'un de pacifique et qu'il explique qu'il ne veut pas se battre et qu'il souhaite discuter avec vous, vous lui cassez la gueule une bonne fois pour toutes d'un bon coup de pied de traître dans le dos et décidez enfin de vous enfuir quand les 10 anneaux arrivent et de laisser votre frère pour mort, car vous êtes un personnage féminin, que vous n'avez pas besoin de ces putains de mecs et que vous pouvez très bien vous débrouiller tout seul et mieux que tout le monde. Hashtag le néo-féminisme. Je vous laisse deviner quel choix a fait Disney. Oh, et puisqu'on y est, précisons d'ailleurs qu'elle est beaucoup plus forte et compétente alors qu'elle n'a pas été entraînée par sa mère dans le Dao du Kung Fu magique de la forêt bambou, elle n'a pas été entraînée par son père en tant qu'assassin, elle n'a pas été entraînée par personne, en fait, non, c'est juste... On est en 2021 et c'est une femme, donc elle est super forte toute seule et fait tout mieux que tout le monde, comme tous les personnages de Disney féminins aujourd'hui. Parce qu'on s'en fout de devoir connaître un arc narratif et de surmonter des conflits internes et externes, non... Les seules difficultés des nouveaux personnages Disney, c'est qu'elles sont parfaites et n'utilisent pas assez leur puissance depuis le début. Ah mon dieu, sa féminité est au-dessus de 9000. Surtout lorsqu'on commet des génocides avec le sourire. Ah, le storytelling. Cet art mystique disparu. Et on notera aussi au passage que si le personnage principal est féminin, elle doit être bien évidemment beaucoup plus compétente que les personnages secondaires masculins qui seront alors de gros bouffons, surtout s'ils sont noirs, parce que faut pas oublier que l'objectif ça reste quand même de vendre et de vendre en Chine. Or si ce pays est un tout petit peu raciste, vous en faites pas, la morale et les convictions des corporations, quand on prêche l'intégration, la représentation et tout ça, ça reste quand même vachement flexible, vous en faites pas. Suffisamment pour avoir des actrices principales qui supportent les violences policières, ou pour filmer à côté de camps de concentration, et même avoir un carton spécial en début de film pour remercier l'équivalent chinois de SS nazi qui travaille dans ces camps. Ah, l'argent, ça n'a pas d'odeur. Mais là je sais pas vous, mais je trouve personnellement que ça a quand même un putain d'arrière-goût de matière fécale quoi. Enfin bref, je digresse, on en était où avec tout ça? Oui, les 10 anneaux arrivent, on apprend que, en fait, tout ça c'était une blague de Papounet qui voulait tester ses enfants parce qu'il avait fait un pari avec ses hommes de main en leur disant qu'ils étaient pas capables de péter la gueule à ses enfants. Ils se font embarquer, le père décide de leur expliquer que leur mère qui est morte n'est pas véritablement morte mais lui parle dans sa tête. Ils se disent quand même que ça pue le soufre, tout ça, donc ils refusent de l'aider, ils se font capturer, ils essayent de s'enfuir à l'aide du mandarin et d'un Pokémon tête de cul poilu pour retourner dans la forêt bambou magique du placement de produits BMW, retrouver le village de leur maman. Le papa il est pas très content, du coup il décide de tout casser, libère des démons suceurs d'âme façon des traqueurs d'Azkaban en dragon démon chinois, gros combat effets spéciaux, papa meurt, dragon meurt, c'est triste. On rentre à la maison, petite blague, le sorcier Wang vient nous chercher pour nous présenter à Capitaine Marvel. Et la petite sœur prend au final le contrôle des 10 anneaux. Fin. Et je sais pas si ça se ressent dans la façon dont j'ai résumé près de 2 heures de film dans ces 15 secondes, mais j'ai eu quelques petits soucis avec ce métrage. Il y a tellement de choses qui vont pas dans ce film, c'est incroyable. L'histoire n'a absolument aucun sens, tout le premier acte est capillotracté pour au final forcer l'action et des combats kung-fu, étant donné que il s'agissait d'une blague du père et d'un pari entre ses hommes de main. Surtout que ça n'a aucun sens puisque son objectif c'est de faire revenir ses enfants qui ont décidé de s'enfuir parce qu'il pouvait plus blairer le père et sa société secrète d'assassins. Mais en fait, le père ne voulait pas vraiment faire revenir ses enfants, mais récupérer leur pendentif de jade magique parce qu'il permet de révéler une carte secrète de la forêt des bambous pour retrouver le village de sa femme. Sauf qu'en fait, il n'en a pas vraiment besoin puisqu'il le dit lui-même qu'il connaît le passage, où aller, quand il va s'ouvrir et que de toute façon il y a déjà été et qu'en plus il a des 10 anneaux magiques. Donc tout l'acte 1 du film ne sert à rien. Le choix et les actions des personnages n'ont au mieux aucun sens et au pire contredisent totalement leur motivation, le fait de confronter ouvertement son frère alors qu'elle tente de rester cachée, le fait d'essayer de recruter ses enfants qui se sont enfuis, suivre un personnage principal en Chine alors qu'on ne parle pas chinois, qu'on ne sait pas se battre et qu'on est un boulet inutile et qu'on met le personnage principal en danger, garder un portail transdimensionnel magique mais n'avoir personne qui garde l'entrée alors qu'il y avait un garde au début du film, d'autant plus que les personnages font mention de chefs de guerre qui sont venus avec les 10
10 anneaux magiques pour essayer d'ouvrir la cage secrète des démons, donc techniquement les 10 anneaux magiques, si ces chefs de guerre ont été vaincus, devraient être en la possession du village et pas entre les mains du méchant. Le personnage pseudo-principal de l'histoire n'est pas du tout le moteur de l'action, mais il se fait littéralement conduire en tant que passager sur la banquette arrière de sa propre histoire qui va beaucoup trop vite pour qu'il puisse comprendre quoi que ce soit, et le laisse au final juste avec une expression de type constipé parce qu'il n'a même pas de petite poignée à laquelle s'accrocher qui sert à rien d'ailleurs, mais qui est vachement rassurante quand on l'a en main. Et pour un film qui parle d'héritage, de patrimoine culturel et personnel, de briser le cercle, d'aller de l'avant tout en ayant conscience de notre passé, bah ça aide pas franchement qu'il ne prenne que 15 secondes afin de nous évoquer ce qui est censé être un événement plus que traumatisant pour tous les personnages de l'univers Marvel. On parle quand même d'un endroit où un claquement de doigts, la moitié de la population peut être effacée de la réalité, où les Avengers ont été détruits, Black Widow est morte, Tony Stark est mort et Captain America est définitivement hors d'état de nuire, donc virtuellement mort. On parle quand même de deux figures de proue des Avengers qui sont désormais incapables de protéger le monde. Ce qui soulève au passage tout un tas de questions et d'incohérences, surtout quand on se rappelle que la spécialité du Taj Mahal, c'est de péter la gueule à ces putains d'entités transdimensionnelles démoniaques. Ce qui signifie que l'intégralité du problème est censée techniquement tomber sous leur autorité. Au point où je me disais, à la fin, ils vont débarquer et venir filer un coup de main aux héros, surtout qu'au début, dans le premier acte, on montre un des sorciers du Taj Mahal, ce serait donc un fusil de Tchekhov plus ou moins intelligent, logique et cohérent, permettant de raconter une nouvelle histoire tout en l'intégrant dans un monde préexistant plus grand de manière logique, fluide et naturelle. Eh bien non. Parce que, à force de rajouter des personnages et des organisations comme ça, de manière rétroactive, sans se poser 2 secondes la question de savoir comment ça s'imbrique et ça s'articule afin de créer un univers cohérent, et le MCU, ça devient quoi ? Et tout ça, bien sûr, c'est sans parler des personnages qui peuvent traverser le multivers et qui utilisent les pierres d'infinité comme presse-papier, en crachant la gueule de tout ce qui a été réalisé, établi auparavant, faisant de la saga des Avengers une vaste blague cosmique. Yay, le world building. Ce qui est véritablement atroce, c'est que ce film, il a un potentiel monstrueux. Paradoxalement, il fait à la fois beaucoup trop et donc pas assez. Trop de thématiques, trop de personnages, trop d'arcs narratifs, mais pas assez exploré, pas assez développé, pas assez de temps à l'écran. Parce que là, j'ai véritablement l'impression que ce film, au final, il sait pas du tout à quelle sauce nous cuisiner. On a mis toutes les viandes, on a mis toutes les épices, on a mis tous les légumes, mais on n'a pas le temps de les cuisiner de manière à en faire ressortir la saveur et les odeurs pour pouvoir véritablement les déguster. Tout est foutu dans un bouillon qu'on cuit en 5 minutes, et au final, ça s'étouffe, c'est écœurant. Et c'est véritablement décevant parce qu'au final, ce qui nous reste en bouche, c'est un arrière-goût amer, de gâchis. Parce que ces mêmes ingrédients, entre les mains d'un chef, travaillés avec soin, on avait un plat étoilé au Michelin. C'est un film qui, soit la Snyder Cut, devrait durer 4 heures pour explorer toutes ces thématiques et donner suffisamment de temps à l'écran à tous ces personnages pour développer son histoire, mais je me doute que ce n'est pas franchement possible et que les studios n'accepteront jamais un tel produit pour le cinéma. Donc, à défaut de pouvoir faire plus, il faut faire moins, mais il faut le faire bien, il faut le faire mieux. Enlever l'inutile, enlever la fioriture, enlever le superficiel, pour ne laisser au final briller que l'essentiel, c'est-à-dire le lien entre les personnages, les conflits internes et externes, le voyage du héros, un récit de découverte de soi, d'apprentissage et d'acceptation de sa part sombre. Shang-Chi doit apprendre qu'il est à la fois ombre et lumière, son père et sa mère, yin et yang pour devenir pleinement lui-même et le héros qu'il doit être. C'est un récit d'apprentissage, c'est un récit de découverte, c'est le voyage du héros. Et si cela requiert d'enlever Katie, d'enlever le personnage de Xialing, de se concentrer uniquement sur la relation entre le personnage principal et son père, eh bien c'est ce qu'il faut faire. Il faut mettre Shang-Chi au cœur du récit, son conflit, son histoire, son évolution. Et c'est fou que le trailer transmette beaucoup mieux cette idée que le film. Et en même temps, je comprends Disney, pourquoi faire de la qualité quand on peut faire du prêt-à-bouffer insipide qui rapporte ? Ça me dégoûte ce que cette entreprise est devenue. Je sais que lorsqu'on va au cinéma, c'est pour s'évader. Mais il faudrait se questionner sur ce que ton argent va financer. Pour un monde meilleur, il serait bon de s'éclairer comme consommateur. Et c'est bien joli de lancer des platitudes. Et dans le fond, je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Quoique, je commence sincèrement à en douter. Parce qu'en regardant les résultats au box-office, on a plutôt l'air d'être du côté des chiffres. 300 millions de bénéfices. En post-Covid, ça défonce tout. Et la Chine là-dedans, elle a atteint des sommets. Le zéro pointé. Le film n'a même pas le droit d'y être diffusé. Il serait peut-être temps que nous prenions notre part de responsabilité. Que nous fassions plus que simplement consommer. Moi, je sais ce que je vais faire.
Et toi, tu te situes de quel côté? Et auras-tu le courage de l'assumer?